Sean Maguire, Will Hunting. Enchanté. Vous étiez quoi? Flic? Pire, juge. Si vous voulez, je suis à votre disposition. Pour n'importe quoi. Pendant 1 heure. Il est mystérieux d'observer comment les gens entrent dans nos vies, comment les gens sortent de nos vies. Qu'est-ce qui prédispose aux rencontres signifiantes? Qu'est-ce qui fait qu'à tel moment de notre vie, on rencontre une personne qui bouleverse notre vie, qui fait que notre vie ne sera plus jamais pareille? Vous êtes à Projection, je suis Jean-François Vézina. Aujourd'hui, on parle du film Rouge et particulièrement de la notion de synchronicité avec Jean Désy, qui est médecin et écrivain et qui est un passionné de la notion de synchronicité. Jean Désy a écrit plusieurs recueils de poésie, a écrit des nouvelles et a écrit une thèse sur l'irrationnel et il s'apprête à la publier prochainement. Alors restez avec nous. Après la pause, on s'entretient avec Jean Désy sur les mystérieuses rencontres de nos vies, le film Rouge et la synchronicité. Vous étiez quoi? Flic? Pire, juge. Juge? Vous n'avez jamais vu un juge en vrai? Vous voulez essayer? Ça fait un bruit très agréable. À vrai dire, je ne sais pas si j'étais du bon ou du mauvais côté. Ici, au moins, je sais à peu près où se trouve la vérité. On a un bien meilleur point de vue que dans un tribunal. Non. Chacun a le droit d'avoir ses secrets. Oui, bien sûr. Pourquoi vous vous êtes arrêté? Vous n'avez pas dit à cet homme que je l'espionnais? Parce que vous avez vu qu'il a une gentille femme, dévouée, et une gentille petite fille qu'il aime, et vous n'avez pas pu? Vous avez été prise de remords, ou c'est seulement la peur de faire du mal? Peut-être les deux. Je vais vous dire, moi. Je peux l'espionner ou non. Vous pouvez le lui dire ou non. Mais tôt ou tard, il se jettera par la fenêtre. Ou alors c'est elle qui découvrira tout. Quelqu'un finira par le dire à leur petite fille, et ce sera l'enfer. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous ne dites rien? Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Quoi? Dites-le. Un garçon que je connais. Un garçon que vous connaissez qui... Quoi? Qui a découvert que sa mère est une pute?
qui a découvert qu'il n'était pas le fils de son père. Alors Jean Désir, bienvenue à Projection. Aujourd'hui on parle du film Rouge de Kieślowski, qui est le dernier film de la trilogie, Bleu, Blanc, Rouge, qui est aussi le dernier film de Kieślowski, qui est décédé d'une crise cardiaque il y a quelques années, je crois 2 ans. On avait interviewé Kieślowski à un moment donné, on lui avait demandé « Qu'est-ce que vous poursuivez dans le film, dans le cinéma ?» Et il avait dit « J'essaie de trouver des traces de l'âme, ou j'essaie de filmer l'âme. » Je trouve ça bien intéressant comme point de vue, et ça ne me surprend pas que Kieślowski ait dit ça. La trilogie Bleu, Blanc, Rouge et le film Rouge sont, à mon point de vue, des films d'un mystique. Et on pourrait dire, en exagérant à peu près pas, que ce sont des films mystiques. Rouge de Kieślowski, c'est la démonstration de la réalité d'un phénomène que Jung a nommé synchronicité. Et le film Rouge lui-même, on pourrait en parler au point de vue cinématographique ou pour les images, mais ce qui m'intéresse avant tout autour de Rouge de Kieślowski, c'est à quel point c'est une belle démonstration de la qualité et de la valeur de la synchronicité dans la vie des gens en général et d'un personnage, d'une femme. Et tout le film tourne autour de ces rencontres qui surviennent ou qui ne surviennent pas en fonction d'un apparent hasard. Mais le point de vue de Kieślowski est le même point de vue que celui de Jung, en ce sens que, synchroniquement, vont apparaître des individus extrêmement signifiants dans la vie d'un personnage, comme ça peut nous arriver dans la vie de tous les jours, et ils prennent valeur de symbole, ces rencontres-là, et vont être déterminants, comme dans le film Rouge. Tout conduit à la rencontre apparemment hasardeuse entre un homme et une femme qui vont s'aimer et qui avaient tout pour s'aimer parce que leur vie était parallèle d'une certaine manière, pas très éloignée, mais le personnage là-dedans, dans Rouge, croit, mais foi, est en état de disponibilité vis-à-vis de ce qui survient autour d'elle. Et il faut dire... Avant, je peux peut-être donner une certaine définition de ce qu'est la synchronicité dans le sens jungien. La synchronicité, pour Jung, qui a inventé le concept et qui a développé le concept avec un physicien, Wolfgang Pauli, qui avait travaillé sur la théorie des quanta, la synchronicité, c'est un rapport de signification autour d'événements simultanés. Il y a une simultanéité événementielle signifiante qui prend sens. Donc, ça va à l'encontre d'une notion qui, elle, reposerait sur le pur hasard. Tout serait hasard pour une certaine vision du monde. Dans une vision synchronique du monde, le hasard cesse d'être le hasard. Il continue d'avoir des éléments hasardeux dans le cours d'une vie, mais ces hasards apparents ont un sens et prennent sens dans un rapport de simultanéité dans le temps. Donc, dans le film Rouge, une femme en premier fait la rencontre d'un juge qui est dépravé d'une certaine manière ou qui est particulier, et au lieu de fermer la porte à ce juge, à une rencontre qui pourrait sembler tout à fait détestable, elle reste en état de disponibilité face au monde. C'est une des premières choses qu'il faut retenir de la notion de synchronicité, comme de ce que veut montrer Kieślowski dans le film Rouge, cet état de disponibilité au monde. Le fait d'être ouvert au monde et d'être en disponibilité, c'est de laisser les événements synchroniques nous accrocher et de ne pas y croire comme de se fermer au monde, d'être en état de non-disponibilité, c'est d'empêcher les événements synchroniques ou les événements d'être synchroniques. Ça peut paraître un peu obscur, mais c'est comme si la synchronicité était toujours omniprésente dans le monde et que comme individu, on avait le pouvoir d'y participer ou non. On avait le pouvoir rationalisant de croire seulement au hasard ou de croire seulement à la rationalité, de croire seulement au pouvoir de la rationalisation en disant, prenons l'exemple, je vais rencontrer quelqu'un parce que je veux être amoureux. Donc, je vais aller en toute rationalité dans cet endroit parce que c'est là que se tiennent des individus pour lesquels je pense que je pourrais être amoureux. C'est une chose, ça fait partie de la vie. La synchronicité dit, soyez disponibles au monde et aux êtres qui vous entourent, même dans ce qui peut vous sembler désagréable en apparence, parce que ceux et celles qui vont
changer le cours de votre existence où l'amoureux ou l'amoureuse de votre vie va se trouver à un tournant de chemin synchroniquement positif dans un moment de simultanéité par rapport à vos propres attentes sans que vous l'ayez voulu. Il y a une notion d'irrationalité importante pour que la synchronicité puisse avoir lieu. Le film rouge de Kieslowski, c'est la démonstration que l'irrationalité a de la place dans la vie humaine. Pas seulement l'irrationalité, mais c'est surtout pas rationnellement que la jeune fille contrôle son existence. Elle se trouve en état de contrôle relatif, mais disponible aux individus, aux gens et aux êtres. Elle ouvre son univers jusqu'à l'accident de bateau final où elle va être rescapée avec un homme qui, pendant tout le film, était en parallèle d'elle-même et il va devenir son amoureux. Donc les rencontres faut être disponible aux éléments de rencontre et c'est quelque chose qui survient comme ça gratuitement, on pourrait dire. Parce que effectivement, comme moi dans le travail de thérapeute, souvent les gens disent comment je pourrais faire pour être amoureux. C'est comme comment je pourrais faire pour que ma plante pousse plus vite. C'est des éléments qui nous échappent. Le mystère de, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une plante va pousser, ou qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux, ou par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on est inspiré dans la création. C'est tous des choses qui nous dépassent rationnellement. Oui, c'est vrai que c'est souvent des choses qui nous dépassent, mais sur le mode rationnel. On sent, on perçoit, mais là, comme on est dans le monde de l'irrationnel, on perçoit que ça ne nous dépasse pas tant que ça sur un mode irrationnel. D'une certaine manière, c'est pour ça que je dis que les films de Kieslowski, Bleu, Blanc, Rouge, et particulièrement Rouge, sont des films mystiques. Il y a un élément de foi, de croyance. Il faut croire en la valeur ou en la validité de la synchronicité pour que la synchronicité ait lieu. Comme si la synchronicité faisait partie de la vie humaine et de la vie en général, mais que la synchronicité était absente dans la mesure où on n'y croit pas. Et là-dessus, on peut faire une parenthèse entre le débat entre Freud et Jung. Freud, psychanalyste immense, important, c'était une évidence, mais qui n'a jamais cru à la validité des événements synchroniques et qui même, de façon très cynique, rabrouait ceux qui osaient croire à la télépathie, aux coïncidences sériées signifiantes et à la synchronicité à cause de cette volonté de rationalisation du monde de l'inconscient ou de l'irrationnel. Ce que Jung, lui, acceptait avec beaucoup plus de facilité que l'univers de l'irrationnel et que existe en parallèle à l'univers de la rationalité, a permis à Jung de concevoir la notion de synchronicité.
J'ai acheté un ticket pour le ferry. J'arriverai en Angleterre mercredi prochain à 7h30 du matin. Pourquoi le ferry? Comme ça, j'irai voir ma mère près de Calais. Je serai au débarcadère à 8h ou au plus tard 8h30. Ça me fait très plaisir. Michel, dis-moi, tu m'aimes? Je crois que oui. Tu m'aimes ou tu crois que tu m'aimes? C'est la même chose. Non. Donc, comme je disais tout à l'heure, le fait que la synchronicité survient, que la rencontre amoureuse survient, que l'inspiration arrive ou qu'une plante puisse germer, tous ces liens-là, qui sont de l'ordre, en fait, de dynamique plutôt irrationnelle, on peut se poser les questions, qu'est-ce qui prédispose aux coïncidences significatives? Et dans le film rouge, il y a un élément qui est comme une espèce d'élément qui met ensemble ces deux personnes, une situation qui met ensemble ces deux personnes. On peut dire, dans un premier temps, ces deux personnes-là sont en quête. D'un côté, il y a Valentine qui est en état, en quelque part, de manque, de vide, dans le sens qu'elle a un conjoint qui est éloigné, donc elle vit quelque chose. Elle vit quelque chose de relativement turbulent. Et de l'autre côté, il y a l'autre personnage qui, lui, vit une rupture amoureuse, donc qui est en état de turbulence, lui aussi. Donc, on peut se poser la question, justement, si la période de turbulence n'est pas une prédisposition pour des rencontres signifiantes. Parce que la rencontre se fait, donc, dans deux personnes qui vivent une période turbulente. Et comment ils se rencontrent? Ils se rencontrent dans un naufrage. Ouais, ça, c'est intéressant. Jung le dit très bien, et tous ceux qui ont travaillé sur la notion de synchronicité, Pete, bien d'autres, David Bohm, que les événements synchroniques signifiants sont appréhendables ou on peut y accéder dans la mesure où on n'est pas en état de grande stabilité. Ça prend une certaine forme d'instabilité ou de déséquilibre relatif. Je ne parle pas de la maladie complète, mais du déséquilibre relatif. Il faut qu'il y ait une espèce d'ouverture émotionnelle relativement turbulente au monde. Et il y a des éléments synchroniques négatifs. Et là, ce dont on parle dans le cas de Valentine, dans le cas du film rouge de Kieslowski, c'est un événement synchronique positif. Il va se passer quelque chose de positif dans la vie de Valentine, mais sa situation à elle est une situation de déséquilibre relatif. Ce qui fait la valeur de Valentine, ou en tout cas la mise en situation de ce personnage-là, c'est que elle réussit à se garder ouverte au monde. Elle pourrait se fermer au monde. Et on peut imaginer facilement à quel point rien de synchronique pourrait survenir. Dans son déséquilibre relatif, dans sa situation émotive instable, son ouverture au monde fait qu'elle entre en contact avec le juge quand tout aurait pu contribuer à ce qu'elle n'entre pas en contact avec le juge. Elle ramasse le chien blessé quand autrement elle aurait pu le laisser sur le bord du chemin, etc., etc. Ces événements anodins et sans importance en apparence prennent toute leur importance. Un autre élément important dans la notion de synchronicité autour de la foi en ces événements, chez les êtres humains, semble-t-il, et je pense que les détails les plus anodins ont une importance majeure et fondamentale dans le cours de l'existence, contribuant aux événements qui, eux, semblent les plus importants. La naissance d'un enfant, le fait de tomber en amour avec une personne qui va être le motivateur ou l'élément symbolique le plus important pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans. Mais il y a, dans le monde de la synchronicité, quelque part, toujours une importance des petits détails. Et un mot oublié, un lapsus à la Freud, sont signifiants. Et d'en tenir compte, ça peut conduire à un peu plus d'ouverture à un univers qui, lui, va toujours irrationnel, à un univers qui va nous ouvrir au monde. Ce dont il vaut la peine de parler aussi, puis dans le film rouge de Kieslowski, c'est que ça ouvre l'univers de la synchronicité à l'aspect prémonitoire des choses. Jung en parle bien aussi dans son livre Synchronicité et Paracelsica. Les rapports au monde physique sont acausals dans l'univers de la synchronicité. Autant l'univers de la rationalité est causal, est un univers de cause à effet signifiant, donc il y a toujours une cause à un effet. Dans l'univers de la synchronicité et dans l'univers tel que conçu par Jung et par Pauli, on est dans un monde de relations acausales. Et c'est ce qui permet
la simultanéité événementielle, c'est ce qui permet, d'une certaine manière, de croire à des situations télépathiques immédiates, et c'est ce qui permet aussi de donner un sens à certains rêves prémonitoires ou à certaines situations qui sont prémonitoires, comme si le temps cessait de s'écouler du passé au présent vers le futur. Il y avait une simultanéité de temps où les notions de temps peuvent plus être conçues en rapport de cause à effet. C'est en rapport à causal. C'est des notions plus physiques ou plus bizarroïdes en apparence, mais c'est fondamental dans le cadre des notions synchroniques telles qu'elles sont développées dans le film rouge de Kieslowski. Donc la notion de causalité, et on pourrait associer aussi la notion de non-linéarité, et qui est de plus en plus présente dans la science actuelle, qui est que les causes ne sont pas nécessairement proportionnelles avec les effets. Et on le voit très bien, par exemple, avec la notion qui s'appelle l'effet papillon en théorie du chaos. Un petit papillon à Pékin, le battement d'aile d'un papillon à Pékin peut avoir l'influence sur la température à Montréal. Ça illustre la propriété des systèmes complexes qui disent que les systèmes dépendent des conditions initiales et qu'une petite variation dans le début du système amène des conséquences à grande échelle. Et on le voit très bien avec le bug de l'an 2000 aussi. Donc de plus en plus que les systèmes sont interreliés, de plus en plus, les causes aussi simples, les causes les plus simples peuvent avoir un effet partout. Et ça, quand on applique ça dans nos vies, c'est très approprié aussi. Quand on fait une rencontre qui a l'apparence d'une rencontre anodine, mais qui bouleverse tout le cours de notre vie, on est dans la causalité. Dans une certaine causalité. On est dans la causalité, mais c'est comme si, pour parler des rencontres et pour parler de toutes ces âmes qui se cherchent, l'âme va trouver l'âme sœur dans la mesure où elle cherche tout en cherchant pas vraiment. C'est comme si la recherche rationnelle seule de l'âme sœur était la plus belle façon de jamais trouver l'âme sœur. C'est l'état de disponibilité face au monde et face à soi-même qui permet que l'âme sœur puisse, de toute évidence, exister. C'est comme si, ça fait un peu ésotérique comme point de vue, les âmes sœurs sont, et que si soi-même, comme âme, on cherche l'âme sœur, cette âme sœur-là est quelque part, et que la façon de venir en contact avec l'âme sœur, c'est surtout pas dans une recherche strictement causale. Donc, je vais faire telle chose, je vais me rendre à tel café, parce que de cause à effet, je devrais rencontrer l'âme sœur. C'est certain qu'il y a des éléments de cause à effet. On n'est pas libéré, et ça fait partie de l'univers dans lequel on fonctionne et on agit, l'univers des causes à effet, c'est indéniable. Mais il y a un univers aussi important où le temps cesse d'être linéaire, où il y a une notion de temps qui est beaucoup plus proche de celle que David Bohm expose, beaucoup plus proche de celle exposée par la physique quantique et par les physiciens quantiques, où le présent, parfois, où le futur est un passé, où quelque part, les prémonitions ont validité, cessent d'être seulement des vues de l'esprit ou des notions absolument loufoques. Parce que, quelque part, il y a le personnage de Valentine, pour en revenir au film, pressent l'existence de ce qui va arriver. On le perçoit, mais c'est jamais sur le mode rationnel. Tu veux pas jouer? Non, t'es vraiment nul, tu veux jamais jouer. Je joue qu'avec Uriah, t'es très malade. Je suis flou. Oui, c'est ça, tu as l'air juste un peu flou, c'est ça. Et tu es tout... Ah, Alpha, tu es tout brouillé. Alors, nous sommes toujours à l'émission Projection, accompagné de Jean Désy, et nous entretenons sur le film Rouge. Et donc, Jean, est-ce qu'on peut dire que certaines rencontres ont une valeur symbolique, au même titre que lorsque l'on rêve à quelqu'un, que cette personne-là, dans le rêve, nous renvoie à un aspect de nous-mêmes, que parfois, en état, puis on avait identifié tout à l'heure que dans des états de grande turbulence, que le symbole s'impose d'une façon plus importante dans le réel? Oui, c'est comme si dans le film Rouge de Kieslowski, symboliquement, la rencontre avec le juge est symbolique.
Et l'ouverture au monde de Valentine montre bien son état de synchronicité, son état d'âme qui fait qu'elle devrait finir par trouver l'âme sœur. Une ouverture moindre, un état de rationalité plus grande, un état de moins grande turbulence, de plus grande stabilité, autre chose, aurait pu changer tout le cours de sa vie. C'est certain qu'il se passe quelque chose à un moment donné qui va être plus déterminant, dont le symbole est plus vaste, touche des domaines ou des zones plus profondes, un inconscient plus vaste d'une certaine manière. Et c'est ce qui se passe avec Valentine. Et pour en venir à ce que tu disais, le plus difficile, mais le plus important, c'est probablement ces situations et ces moments où le symbole prend valeur et s'inscrit dans le réel. Et que ça cesse de seulement faire référence au monde du rêve, bien que ça s'inscrive dans le rêve. C'est certain, pour parler de façon un peu plus concrète, que l'individu qui se sent en état d'instabilité, qui aurait envie d'être orienté par le Yi-King, mettons. Comme Jung dit lui-même, là, dans les grands moments de sa vie, il utilisait le Yi-King, le livre de la divination chinoise. Et le Yi-King ne doit pas être utilisé pour toutes les situations. C'est pas savoir si on va prendre le bus le 11 ou le 8 qu'on utilise le Yi-King, mais on pressent ou on sent que dans certaines situations particulièrement déterminantes, il faut être à l'écoute, il faut être en état de disponibilité à un univers rationnel, plus plausible, plus concret, plus réel, plus dans le sens des relations de cause à effet, et aussi un univers qui est plus proche de ce qu'on pourrait appeler l'univers de l'âme, un univers plus flou, plus mou, mais en même temps beaucoup plus symbolique dans notre vie, où les événements, même les plus anodins, peuvent prendre une valeur symbolique à ce point qu'en rapport avec un rêve, en rapport avec une rencontre faite précédemment, tout à coup, les choses s'ouvrent. Une personne rencontrée en apparence avec le plus grand hasard la veille, lorsqu'on la rencontre à nouveau, dans ce qui semble être encore le plus grand des hasards le lendemain, peut parfois faire partie d'un univers dans lequel on doit s'inscrire, dans lequel on doit foncer, en dehors de toute rationalité parfois, comme si cette rencontre-là va être déterminante pour un grand bout de chemin. Et c'est ce que montre le film Rouge de Kieślowski. Ça fait partie de l'intention de Kieślowski en faisant Rouge, de montrer à quel point, à tout moment, tout aurait pu changer dans le cours de la vie de Valentine. Mais c'est comme si, de façon préinscrite, était déterminé un grand chemin dans lequel elle voyage et que, à tout moment, elle pourrait dévier de ce chemin-là. Ça pourrait être un autre chemin. La rencontre finale pourrait ne pas avoir lieu. Pourquoi ça a lieu? Ça dépend d'elle, ça dépend de l'autre aussi, et c'est comme s'il y avait un rapport d'âme à âme. On se trouve dans le monde de l'âme. L'exposition de l'âme se fait sur un certain mode dans les films de Kieślowski, comme dans La double vie de Véronique, quelque part. Se demander si on n'a pas une exposition de certains voyages de l'âme dans le réel. Mais les âmes voyagent surtout pas de la même façon que les autobus.
Pas terrible ce café. Je me demandais pourquoi vous m'aviez parlé de ce marin. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que vous ne vouliez pas me raconter quelque chose de beaucoup plus important. À propos de la femme que vous avez aimée. Elle vous a trahi. Elle vous a trahi. Et vous n'avez jamais compris pourquoi. Et vous l'avez aimée encore longtemps. Comment savez-vous toutes ces choses? Ce n'était pas difficile à deviner. Comment était-elle? Étudiante à l'université 2 ans avant moi. Elle était blonde, délicate, lumineuse, avec un long cou. Elle portait des vêtements clairs. Chez elle, les meubles étaient clairs. Dans l'entrée, il y avait un miroir dans un cadre blanc. C'est dans ce miroir qu'un soir, j'ai vu ses jambes blanches écartées avec un homme au milieu. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que vous savez? Cet homme qui s'appelait Hugo Helbling. Vous pouvez lui donner ce qu'elle voulait. Ils sont partis. Je les ai suivis. J'ai traversé la France, la Manche. J'ai été humilié. Jusqu'au jour où elle est morte, dans un accident. Depuis, je ne me suis jamais plus lié avec aucune femme. Oui, j'ai cessé d'y croire. Ou alors je n'ai pas rencontré celle. Peut-être que je ne vous ai pas rencontré. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Non. Il y a quelque temps, on m'a confié un dossier difficile. À l'endroit où est inscrit le nom de l'accusé, il y avait écrit Hugo Helbling. C'était le même homme. Oui. Il était revenu ici. Il y a une expression qui dit que lorsqu'on a un marteau dans les mains, on voit des clous partout. Je pense qu'avec la synchronicité, il y a le danger de voir du sens un peu partout. Et c'est un peu la tentation. Souvent, cette notion a été récupérée dans le mouvement Nouvel Âge. Comme il n'y a pas d'hasard, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout est signifiant. Je pense qu'il y a une tentation d'aller dans la facilité lorsqu'on touche avec la notion de synchronicité. Je fais référence à un exemple que Cazenave avait donné de son fils, Tristan Cazenave. Cazenave qui reçoit une convocation à un moment donné pour donner un exemple de contre-synchronicité.
synchronicité qui n'est pas de la synchronicité. Cazenave reçoit une convocation de son fils, Tristan Cazenave, né un 26 août 1970. Il reçoit la convocation, donne ça à son fils. « Regarde, Tristan, tu as une convocation pour telle université. » Puis son fils lui dit « Non, je ne suis pas du tout inscrit à cette université-là. » Cazenave, le père, réalise qu'il y a un autre Tristan Cazenave et cette lettre est adressée à cet autre Tristan Cazenave, né un 26 août 1970. C'est une pure coïncidence, mais pour lequel il n'y a aucun sens. Donc, il n'y a pas de facteur de changement dans la vie ni du père ni du fils. Ça, ce n'est pas une synchronicité. Ouais, je pense que c'est bien important d'insister sur la notion de sens. La synchronicité peut être une parfaite glose ou quelque chose, une élucubration, dans la mesure où ça ne fait pas sens. La synchronicité est synchronicité lorsque on y trouve un sens. Je vais donner un exemple assez rapidement. Lorsqu'on m'avait demandé de présenter, il y a quelques années, au sujet du film Rouge de Kieślowski, j'avais écouté Rouge, j'avais vu le naufrage de la fin où, en mer, dans la Manche, Valentine va être mise en liaison avec son amoureux. Et au même moment où moi, je faisais des recherches sur la synchronicité, où j'étais en état de disponibilité face à l'univers qui m'est exposé, celui de la synchronicité, à travers le film Rouge de Kieślowski, au même moment, dans la Baltique, un traversier s'échoue et sur une page de journal, je vois, le jour même où je devais donner l'exposé, un couple de jeunes personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont été enlacées sur une espèce de radeau qui flottait pendant plusieurs heures dans le grand froid et qui se sont dit « on va s'aimer si on survit ». Ça me semblait tout à fait signifiant et ça prenait sens pour moi en dehors de ces deux personnes que je ne connais pas, et que le fait que j'ai à donner un exposé sur la synchronicité, tout à coup, c'est comme si on pourrait toujours dire, voici quelqu'un qui est complètement, qui a sauté les plombs et qui trouve du sens partout. Moi, j'y trouvais du sens, et moi, je donnais un sens qu'autrement, j'aurais pu ne pas donner. C'est comme si le sens est ou n'est pas, et ça vaut la peine de montrer à quel point l'univers de Kieślowski dans Rouge, comme l'univers de la synchronicité, comme cet univers de signifiance au sein d'événements simultanés, s'oppose à une autre vision du monde qui, elle, repose seulement sur une vision du monde absurde, où tout est pur hasard et où le sens est donné de façon actuelle. Chacun trouve un sens dans le moment présent, en dehors d'un sens passé, en dehors d'un sens futur. Il y a deux visions du monde qui s'opposent. Une vision du monde synchronique qui trouve du sens et qui peut donner du sens, comme aussi on peut ne pas en donner. Dans le cas de Michel Cazenave, s'il ne donne pas de sens, il n'y a pas de synchronicité. Ça repose sur la foi et le sens. Le sens tient à la foi qu'on veut bien donner aux événements symboliques comme aux gens qui nous entourent. Et plus on y adhère, plus on y participe, plus ça risque d'être sensé. Mais on voit bien à quel point ça peut trouver une limite dans un monde fait de seule rationalité qui s'objecterait en disant « tout n'est que hasard ». Et il n'y a à peu près pas d'arguments qui peuvent tenir. C'est comme si on pressent, là, je pense que les auditeurs peuvent bien voir l'opposition entre deux univers. L'univers du sens et de la foi et de la simultanéité événementielle et l'univers de l'absurde ou d'une vision du monde beaucoup plus contemporaine, à mon sens, en tout cas beaucoup plus celle du 20e siècle, qui, elle, croit à la validité du seul hasard. Et il y a des cinéastes qui veulent montrer, à leur manière, en racontant une histoire, que parfois, symboliquement, des individus peuvent donner du sens à ce qui pourrait ne pas avoir de sens. Avec une autre vision du monde, toute l'histoire de Valentine pourrait être totalement insensée. Et si on la regarde d'une façon seulement rationaliste, l'histoire de Rouge de Kieślowski, ça pourrait être une absurdité ou un parfait hasard, et on pourrait rigoler de ce qui nous est exposé là. Et on rigole pas dans la mesure où on y croit ou on n'y croit pas. Puis je veux surtout pas faire le prêcheur en disant qu'il faut y croire, mais c'est comme si c'est une notion molle à laquelle on peut participer si on veut bien,
Mais si on ne veut pas y participer, elle n'arrivera pas. C'est comme si le réel se manifestait dans la mesure où on y investissait suffisamment de foi. Sinon, le réel n'a pas de prégnance. Est-ce qu'on pourrait dire que le monde de l'âme ou le monde symbolique a de la valeur dans la mesure où on investit ce monde? Je pense, tout à fait. Sans investissement, le symbole est absent. Comme si le symbole était toujours là, mais totalement absent s'il n'y a pas d'investissement humain ou il n'y a pas d'investissement de conscience. C'est fou comment tout est là et tout n'est pas là en même temps, simultanément. Jean Désy, merci beaucoup pour cette participation à Projection. Merci.
Mais si vous écoutez, vous allez les entendre. Ils vont vous communiquer leur héritage. Tendez l'oreille. Approchez-vous. Retenez votre souffle. Vous entendez? Merci d'avoir été à l'écoute de Projection. Je remercie mon invité, Jean Désy. Je remercie aussi Hugo Clermont à la réalisation technique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un spécial Elvis Gratton. Bonne semaine.